Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Effectivement, demain à Genève, une manifestation demain à Genève, place des Nations, demain à 14 h, samedi 27 mai. Souveraineté des peuples face à la prise de pouvoir de l'Organisation mondiale de la santé sur les États et du futur traité pandémie, menaçant les libertés fondamentales de chacun, faisons front tous ensemble. Ça, c'est le slogan de la manifestation. Et nous avons avec nous Chloé Frambery, qui est lanceuse d'alerte et informatrice. Bonjour Chloé Frambery. Bonjour André Berkoff, est-ce que vous m'entendez? Eh bien écoutez, on vous entend très bien. Et alors voilà, vous êtes donc en direct de Genève, vous m'appelez de là, et en fait, je vois alors ce qui se dit, oui, l'Organisation mondiale de la santé préparerait, mais toujours conditionnel, un traité plan pandémie à venir. Les pays qui ratifieront ce traité seront soumis à une tyrannie sanitaire lors de la survenue d'une nouvelle épidémie décrétée par l'OMS. Donc, en fait, ce qui se dit, enfin par certains, il y a un plan pandémie qui se prépare. Alors, ça veut dire quoi? Y a-t-il une nouvelle pandémie qui est annoncée, Chloé Frambery? Expliquez-nous. Alors, c'est ce qu'on peut lire entre les lignes, parce que ce n'est pas une supposition, c'est effectivement un traité qui est en train de se négocier en ce moment à Genève jusqu'au 30 mai. Là, il y a la session de l'Assemblée mondiale de la santé, la 76e. Oui. Et ce traité est censé être adopté l'année prochaine, en mai 2024, à l'OMS. Oui, attendez, on vous entend haché, Chloé. Est-ce que vous pouvez ou approcher le micro? Allez-y, parce que vous entendez un peu haché. Allez-y, je vous écoute. Allez-y. Vous me dites si c'est bon. Oui, ça va. Alors en fait, il y a deux textes. Il y a le traité pandémie qu'on appelle vulgairement pandémie, qui n'a pas ce nom-là en fait. Pour l'instant, c'est un outil, c'est un instrument, c'est une convention, un accord, on ne sait pas encore. Il y a ce traité et il y a la révision du règlement sanitaire international. Pardon, Chloé, on a vraiment un problème. Est-ce que je parle à Thibaut Sadler, notre réalisateur, est-ce qu'il faudrait que Chloé prenne le téléphone parce que c'est très haché? Je peux. Allez. Hein? Je peux y aller comme ça. Oui, mais allez-y comme ça. Est-ce que c'est bon comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça, Thibaut? Je vous entends pas. En régie, on dit quoi? Thibaut, qu'est-ce qu'il en est? Ça va, allez-y, Chloé. Ok, on continue. Répondez. Donc, j'étais en train d'expliquer qu'il y a deux textes. Il y a un traité, enfin quelque chose qui s'appellera un traité international qui sera au-dessus des lois nationales, Oui. et également une révision du RSI. Le RSI, qu'est-ce que c'est? C'est le Règlement sanitaire international, D'accord. qui a déjà subi plusieurs révisions depuis 1951. Et on remarque qu'à chaque fois qu'il y a eu une pandémie, eh bien, ça a été l'occasion pour agrandir, pour élargir le champ de ce règlement sanitaire international. Et ces deux textes qui sont en train d'être négociés à Genève, là où je suis maintenant, en ce moment, oui. durant donc la 76e Assemblée mondiale de la santé de l'OMS. De l'OMS, oui. Donc ces négociations permettraient de donner les pleins pouvoirs à l'OMS en termes d'urgence de santé publique de portée internationale. Oui, alors Chloé Frambery, ce que vous voulez dire, c'est que, en fait, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, aurait absolument les pleins pouvoirs pour décréter telle ou telle mesure qui s'appliquerait obligatoirement aux nations, Exactement. aux États, c'est ça? C'est exactement ça. Ça fait partie du texte qui est l'avant-projet du traité pandémie qui explique que la souveraineté des pays serait transférée directement à l'OMS, et le règlement sanitaire international ajoute que ce serait Tedros Adhanom Ghebreyesus, donc le PDG, si on peut dire, le président directeur de l'OMS, qui aurait la décision souveraine et suprême de décider donc si il y a une pandémie ou en tout cas une urgence de santé publique de portée internationale. Et pour la petite histoire, André, ça s'écrit fake en anglais, ça s'écrit P-H-E-I-C. Ah oui, fake. Si on prononce comme fake, comme fake news, c'est rigolo. Mais dites-moi, Chloé, non, juste, alors, parce que le projet, tout le monde peut le consulter, il est public, on le voit. Oui. En fait, certains vous disent, parce que j'ai regardé un peu, on a regardé un peu de dossier là-dessus, est-ce que, effectivement, ce que disent certains, oui, mais l'article 4, par exemple, ce qui est en train de se passer, on a bien une réaffirmation de l'indépendance des États dans la définition et la gestion de la santé publique, mais
ajoutent certains, immédiatement après, effectivement, le balancier part dans l'autre direction, parce qu'on dit dans le rapport, le droit souverain des États n'existe que dans la mesure où les activités des États ne nuisent pas à leur population ni aux autres pays. Effectivement, qu'est-ce que ça veut dire nuire? C'est ça le problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Merci André d'avoir mis le doigt sur les mots importants, parce qu'effectivement, qui décide dans quelle mesure un pays nuit à un autre en termes de santé publique? On a vu avec le Covid que le tous vaccinés, tous protégés était le mantra et qu'on nuisait aux autres en ne se vaccinant pas. On a vu ce que ça a donné. Alors, justement, aujourd'hui, si vous voulez, est-ce que ça va se décider cette semaine ou la semaine prochaine, ce projet de loi? Est-ce qu'il doit être accepté par les 194 États, par la majorité absolue, par une partie? Est-ce que vous savez, Chloé, c'est important. Comment ça peut se passer? Oui, allez-y. Donc, il y a les deux textes. Il y a le traité pandémie d'une part et le RSI d'autre part. Oui. Le traité pandémie est censé être adopté avec 2/3 des voix. Il faut savoir que donc, vous avez cité donc il y a 194 pays, et que chaque pays est représenté par une délégation qui comporte plusieurs personnes. Par exemple, pour la France, il y a 36 personnes qui participent qui consultent, d'accord. Voilà. Et ensuite, ils donnent une seule voix, évidemment, par État membre. D'accord. En Suisse, je crois qu'on a 14 représentants. Il faut savoir aussi que parmi ces représentants, on a le ministre de la Santé du pays et puis des docteurs, des experts qui sont désignés par le gouvernement du pays. Du pays, d'accord. Et puis, pour le règlement sanitaire international, il faut une majorité simple. Ah oui, plus, tout ça sera voté. 50% et plus, quoi, 51%, c'est ça. C'est ça, exactement. Et que ce sera voté normalement en mai de l'année dernière. Là, ce qui se passe l'année prochaine. Le lapsus révélateur. Oui. En fait, c'est ce que je souhaite, c'est que ça soit jamais voté. C'est pour ça que je projette. Alors, c'est quoi? Alors, sur le RSI, ce serait quoi, en fait, par rapport au plan pandémie? Alors, le RSI, c'est ce qui met en œuvre le traité pandémie. D'accord. C'est ce qui enlève, si vous voulez, l'aspect non contraignant des recommandations de l'OMS. Dans l'article 1 du RSI révisé, on voit par exemple qu'on a la mention non contraignant, l'avis de l'OMS non contraignant est barré. D'accord. Et que donc c'est ça deviendrait contraignant, quoi, en fait, quelque part. Ça deviendrait contraignant, exactement. Ouais, et puis que les pays ne sont que consultés, mais n'ont pas leur mot à dire sur l'application des mesures qui seront appliquées obligatoirement donc par les 194 pays membres. Oui. Alors moi je voudrais juste vous citer, ça m'intéresse d'avoir votre réaction. Il y a eu je crois que dans le cours de 20 minutes, Hélène de Potter, qui est maître de conférence en droit public spécialisée en droit international face aux pandémies. Elle a été interviewée et elle dit que le projet est intéressant sur certains aspects, mais reste vague sur beaucoup d'autres. Voilà. Donc effectivement, le projet d'accord va être formulé d'ici à mai 23. Corrigez-moi si je me trompe, Chloé Framery. Le projet d'accord final doit être examiné par l'Assemblée mondiale de la santé en 2024, pas en 2023. Hein, c'est bien ça. En 2023, maintenant, il y a le draft numéro 1, si on veut, qui est rédigé. C'est ça, mais il n'est pas voté, il ne sera voté qu'en 2024. Exactement. D'accord. Le vote est censé aboutir en 2024. Donc on a 1 an pour convaincre nos représentants de ne surtout pas signer ces deux choses. Ouais. Alors justement, c'est très intéressant parce que je répète les arguments encore une fois de Hélène de Potter. Bon, elle dit voilà les points positifs, promotion de l'approche une seule santé, c'est une bonne chose, mais elle est très imprécise, dit-elle. Promotion du partage des pathogènes et séquences génétiques à l'échelle mondiale, répartition juste et équitable des produits de santé liés aux pandémies en fonction des risques et des besoins, et pas en fonction des capacités et financements. Mais elle ajoute des réserves, un projet incomplet qui pourrait être amélioré sur la question de la sécurité des laboratoires où sont étudiés des pathogènes dangereux, sur les modalités de conclusion des contrats pharmaceutiques. On a bien discuté de ça, sur le phénomène de l'infodémie. Et justement, je voudrais vous interroger là-dessus, parce qu'une des choses qui a été très très frappant dans la gestion de la pandémie ou de l'épidémie Covid-19, c'est qu'on le sait aujourd'hui, sur les contrats qui ont été signés entre les États
l'Union européenne, pour parler de l'Union européenne, chez nous, et les laboratoires, que ce soit Pfizer ou Moderna ou autres, on sait aujourd'hui, et on le sait depuis de quelque temps, que le laboratoire avait refusé toute responsabilité en ce qui concerne les dommages collatéraux ou les effets indésirables. Et effectivement, les États avaient accepté. Est-ce que dans ce draft qui est en train d'être discuté, est-ce qu'on a remis sur le tapis la responsabilité de Big Pharma, ou en tout cas des laboratoires pharmaceutiques? Alors, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y est pas. Oui. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que la volonté est de lutter contre ce qu'ils appellent les informations trompeuses, les informations fausses et la désinformation. Oui. Ça fait partie, je crois que c'est l'article 17 ou 14 du draft 0 de l'avant-projet du traité pandémie. Et qu'il y a une veille qui est organisée pour surveiller les réseaux sociaux par rapport aux informations qui sont données. D'accord. Et c'est aussi intéressant de voir qu'on ne parle pas seulement de fausses informations, mais d'informations trompeuses, c'est-à-dire des informations qui sont vraies, mais qui dérangent le narratif, disons, officiel de l'OMS. Donc il y aurait une tendance pour vous vers une espèce de censure, ou en tout cas de surveillance, de liberté très surveillée. Absolument, oui, ça fait partie du... Alors, justement, là, parlez-moi un peu de ce mouvement qui organise cela, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire, et j'ai vu les orateurs qui viendraient d'un peu partout, en Europe, etc. Et au fond, aujourd'hui, Chloé Framery, vous avez fait partie de ce mouvement depuis pratiquement le tout début, mais au-delà, et vous faites évidemment un traité de complotiste, etc. Bon, ça, vous n'êtes pas la seule. Il y a Jean-Dominique Michel et puis il y a tous les autres. Mais au fond, est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, et on essaye d'être, moi je ne prends pas parti, on essaye d'être le plus apaisé possible, sinon objectif, parce que l'objectivité, c'est vraiment l'auberge espagnole. Mais qu'est-ce que, au fond, on peut dire aujourd'hui? En quoi, effectivement, alors je pose la question, en quoi le fait qu'il y ait une autorité mondiale qui dirait, écoutez, vous pensez qu'ils peuvent décider, au fond, contre la nation, contre les États, c'est ce côté contraignant, c'est ce côté gouvernement mondial qui vous gêne, au fond? Moi, c'est le côté privation de liberté, absence de choix concernant notre santé et nos déplacements. Parce que ce qui est visé, c'est nos déplacements à travers le monde, à travers les pays. Est-ce qu'on m'entend toujours? Oui, tout à fait. Oui, très parce bien. qu'il y a eu une sorte de brouillard. Non, très bien. On a vu que pendant l'épisode Covid, on a eu des restrictions de liberté graves, assez profondes, et même des suspensions en France qui ont duré presque 2 ans, enfin 1 an et demi. Tout à fait. Et le confinement, etc., tout ce qu'il y a eu. Oui. Alors, je sais qu'en France, ça a été gratiné. C'était pire qu'en Suisse. Ici, on n'a pas eu de confinement obligatoire, on n'a pas eu de couvre-feu, on n'a pas eu de papier à signer quand on sortait de la maison. Vous n'avez pas fait d'auto-attestation, etc. Non, pas d'auto-attestation pour nous. Par contre, des groupes restreints pour se réunir, pour faire la fête, pour faire des repas ensemble, au restaurant également. Mais toutes ces mesures, d'une part, n'ont pas prouvé leur efficacité et, jusqu'à présent, étaient des recommandations que les pays appliquaient ou pas en fonction de leur politique interne. D'accord. Et à partir du moment où l'OMS décide que ces mesures sont obligatoires sur pratiquement toute la planète, on a des restrictions de liberté fondamentale, de droits fondamentaux, qui sont obligatoires. Et d'ailleurs, dans la révision du RSI, règlement sanitaire, la mention qu'on respecte pleinement le droit de l'homme et les libertés fondamentales est biffée. Ah, elle est biffée. Est remplacée. Oui. Elle est barrée. Oui, elle est remplacée. Elle est remplacée par des principes de équité, cohérence et inclusivité. Voilà. D'accord. Voilà. Un peu de rideau de fumée, quoi. Tout ça. Oui. En tout cas, ce qui est annoncé, c'est que les droits de l'homme les droits humains ne seront pas nécessairement respectés. Ouais. Donc effectivement, vous dites que c'est un combat, c'est un combat que vous menez, qu'un certain nombre de gens mènent à travers le monde, effectivement, et ce n'est pas seulement en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Et c'est un combat qui va durer jusqu'en 2024, puisque le coup près, en tout cas si coup près il y a, tomberait en 2024. Et à votre avis, Chloé Framery, ce qui se dessine aujourd'hui, est-ce que vous pensez que
il y a une prise de conscience assez forte aujourd'hui où en fait ça dépendra des politiques parce qu'il y a d'ores et déjà, on sait, des pays ou des gouvernements qui ne vont pas accepter et d'autres qui vont accepter. Alors on ne sait pas, on va pas faire de prédiction, mais à votre avis, ça va être extrêmement, je dirais, sur le fil, l'équilibre entre ceux qui vont dire oui, nous allons céder nos pouvoirs sur ce plan-là pour le bien de l'humanité, pour le bien des peuples à l'OMS, et ceux qui disent non, c'est très dangereux comme dérive justement liberticide et autres. Qui va l'emporter? Est-ce que vous m'entendez là? Vous ne m'entendez plus? Vous me rappelez? Ah oui, mais Chloé Framery ne nous entend plus. Écoutez, je crois qu'on a dit l'essentiel. Voilà. Ça y est, Chloé, vous m'avez là? Oui, c'est bon, c'est bon. Vous nous entendez? Bon. Oui. Juste, à votre avis, cette année va être une année de bataille très forte. On voit très bien ce qui va se passer. Alors, il y a déjà, je répète ma question, des pays qui vont s'opposer effectivement à cela, en tout cas des gouvernements, d'autres qui vont l'accepter en disant mais oui, déléguons nos pouvoirs au nom de la santé de l'humanité, au nom du bien-être de l'humanité. À votre avis, ça va être un combat très sur le fil, très dur, très... Oui. Ouais. Je pense que tout dépendra de la communication qui en sera faite. Et d'ailleurs, merci André d'en parler, parce que je sais que vous en avez déjà parlé l'année dernière avec Elisabeth Pelin-Zemek de Pologne, et également avec le docteur Simonet il y a 2-3 mois. Tout à fait. Donc c'est très bien, c'est très important qu'il y ait de la visibilité sur ce qui se trame à l'OMS, parce que nos médias mainstream, pour l'instant, n'en parlent que très timidement. Écoutez, nous allons en tout cas suivre ça, Chloé. Nous allons... J'ai encore... Oui, allez-y. Toute petite chose à dire quand même pour donner cette information. Jérôme Salomon, vous vous rappelez, l'ancien directeur général de la santé. Bien maintenant, il est recyclé à l'OMS, comme autrefois Agnès Buzyn. Il est maintenant vice-président du comité permanent, justement, de la prévention-préparation-riposte, donc ce qui concerne le traité pandémie actuel. Donc maintenant, il est aux commandes par rapport à ce qui se négocie. Bon, écoutez, c'est une information, oui, on l'a signalé cela, et puis on verra s'il va continuer à donner le nombre des morts tous les soirs. Comme ça, il le fera sur les télévisions mondiales, ça risque d'être très intéressant. À tout de suite. Merci Chloé. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Ministre, secrétaire d'État à l'enfance, secrétaire d'État de l'enfance. Et comme vous le savez, le 8 juin, on en reparlera évidemment, le groupe LIOT, L-I-O-T, le groupe LIOT, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, dépose une proposition de loi visant à abroger en partie la réforme des retraites. Et voilà, les Charles de Courson et autres veulent prouver qu'une majorité de députés des bancs de la droite à ceux de la gauche est opposée au rapport de l'âge de la retraite, de départ à la retraite à 64 ans. On pensait que c'était fini avec le 49.3. Apparemment, c'est pas fini et ça provoque des réactions. On a vu hier chez Patrick Projet dans le Grand Matin, Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, on pensait qu'elle était d'accord pour la recevabilité, elle n'est pas du tout d'accord. Et Charlotte Gobel, ce n'est pas son domaine, mais après tout, elle est ministre, elle a le droit de s'exprimer. Voici ce qu'elle a dit. Donc oui, on fera tout pour que ce débat n'ait pas lieu. Il est illégitime politiquement, techniquement, et il met en danger à nouveau nos finances publiques. Alors ça, c'est formidable quand même. Ça, c'est formidable. Moi, je veux bien, qu'on soit pour, qu'on soit contre, qu'on dise c'est pas la peine, c'est fini, ça va nous coûter des milliards encore, etc. Mais que le débat ne doit pas avoir lieu. Attendez, ça s'appelle l'Assemblée nationale. Ça s'appelle le pouvoir législatif. Ça s'appelle... Alors il dit oui, mais on a déjà discuté, ça suffit. Oui, enfin écoutez, franchement, je crois, chère Madame le ministre Charlotte Gobel, occupez-vous beaucoup plus, je pense que vous le faites déjà, des suicides d'enfants de 13 ans harcelés dans les écoles. Je crois que ça, c'est un problème extrêmement grave. Mais si un groupe de parlementaires veut encore discuter, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de discuter? Ils sont là pour ça. C'est leur job. Je le rappelle comme ça, à tout hasard.